12 novembre 1944, 8h50, dans le nord de la Norvège. Le capitaine zur See Robert Weber se tenait sur la passerelle du cuirassé Tirpitz, scrutant l'horizon. Le matin était froid et clair. Les montagnes entourant le fjord s'élevaient comme des murs de roches noires contre le pâle ciel arctique. Sous ses bottes reposaient 52 600 tonnes de technologie allemande, le cuirassé le plus lourd jamais construit par une marine européenne. Il cherchait des navires. Il se préparait à une bataille navale. Il regarda la ceinture blindée de 30 cm d'épaisseur de sa citadelle et se sentit invincible. Il avait les calculs pour le prouver. Aucune torpille ne pouvait pénétrer ses filets. Aucune bombe standard ne pouvait percer son pont. 3 rangées de filets anti-torpilles en acier entouraient son navire comme un cocon d'acier. Des générateurs de fumée chimique se tenaient prêts sur les falaises au-dessus, opérationnels 24 heures sur 24. Mais le capitaine Weber commettait une erreur fatale. Il ne réalisait pas que les règles de la guerre avaient déjà changé. Il scrutait la mer, mais la menace ne venait pas de l'horizon. Quelque chose venait vers lui, qui ignorait complètement les règles du combat naval. Quelque chose contre quoi aucune épaisseur de blindage, aucune épaisseur d'acier, aucune profondeur d'eau ne pouvait protéger. Pour Winston Churchill, le Tirpitz était tout simplement la bête. Churchill ne voulait pas seulement le couler. Il en était obsédé. Pendant 3 ans, il avait écrit mémorandum après mémorandum à l'amirauté avec une seule instruction. La destruction de ce navire est le plus grand événement en mer à l'heure actuelle. Aucune autre cible n'est comparable. Pourquoi une telle obsession pour un navire qui quittait rarement son port ? Parce que le Tirpitz gagnait la guerre sans tirer un seul coup de canon. Il était ce que les stratèges navals appelaient une « fleet in being », flotte en puissance. Rien qu'en restant tapie dans son repère norvégien, elle forçait les Britanniques à garder 2 cuirassés modernes, le HMS King George V et le HMS Anson, ainsi qu'un porte-avions de flotte constamment stationné à Scapa Flow, paralysé, attendant une sortie qui ne viendrait peut-être jamais. Chaque convoi naviguant vers la Russie devait être lourdement escorté, saignant à blanc la Royal Navy. Des navires marchands étaient perdus. Des marins se noyaient dans les eaux glaciales de l'Arctique. Et pendant tout ce temps, le Tirpitz était assis dans son fjord, consommant des ressources alliées par sa seule existence. C'était un trou noir stratégique. Le capitaine Weber comprenait ce pouvoir. Il se sentait en sécurité, et il avait toutes les raisons de l'être. Le fjord était une forteresse géographique conçue pour briser les règles de la guerre navale. Les montagnes autour du mouillage s'élevaient abruptement à 900 mètres sur tous les côtés. Cela rendait une attaque à la torpille conventionnelle impossible. Les avions ne pouvaient pas descendre assez bas ni assez vite pour larguer leurs armes avant de s'écraser contre les parois rocheuses. L'eau autour du navire était un labyrinthe de défense. 3 rangées de lourds filets anti-torpilles en acier entouraient la coque. Chaque filet était lesté de chaînes et ancré au fond marin. Toute torpille qui parvenait d'une manière ou d'une autre à entrer dans le fjord s'emmêlerait dans le maillage bien avant d'atteindre le navire. Et sur les falaises au-dessus, les générateurs de fumée chimique étaient opérationnels jour et nuit. Le protocole allemand était strict et bien répété. Moins de 7 minutes après une alerte radar, les générateurs pompèrent suffisamment de fumée d'acide chlorosulfonique pour couvrir tout le fjord d'un brouillard blanc impénétrable. Si on ne peut pas voir le navire, on ne peut pas le toucher. Mais la vraie défense était le blindage lui-même. La conception de la classe Bismarck privilégiait la survie avant tout. Sa citadelle, la boîte blindée protégeant les machines et les soutes à munitions, était gainée d'acier Wotanhart et Wotanweich, le meilleur blindage que la métallurgie. 12 novembre 1944, 8h50, dans le nord de la Norvège. Le capitaine zur See Robert Weber se tenait sur la passerelle du cuirassé Tirpitz, scrutant l'horizon. Le matin était froid et clair. Les montagnes entourant le fjord s'élevaient comme des murs de roches noires contre le pâle ciel arctique. Sous ses bottes reposaient 52 600 tonnes de technologie allemande, le cuirassé le plus lourd jamais construit par une marine européenne. Il cherchait des navires. Il se préparait à une bataille navale.
Il regarda la ceinture blindée de 30 centimètres d'épaisseur de sa citadelle et se sentit invincible. Il avait les calculs pour le prouver. Aucune torpille ne pouvait pénétrer ses filets. Aucune bombe standard ne pouvait percer son pont. 3 rangées de filets anti-torpilles en acier entouraient son navire comme un cocon d'acier. Des générateurs de fumée chimique se tenaient prêts sur les falaises au-dessus, opérationnels 24 heures sur 24. Mais le capitaine Weber commettait une erreur fatale. Il ne réalisait pas que les règles de la guerre avaient déjà changé. Il scrutait la mer, mais la menace ne venait pas de l'horizon. Quelque chose venait vers lui, qui ignorait complètement les règles du combat naval. Quelque chose contre quoi aucune épaisseur de blindage, aucune épaisseur d'acier, aucune profondeur d'eau ne pouvait protéger. Pour Winston Churchill, le Tirpitz était tout simplement la bête. Churchill ne voulait pas seulement le couler. Il en était obsédé. Pendant 3 ans, il avait écrit mémorandum après mémorandum à l'amirauté avec une seule instruction. La destruction de ce navire est le plus grand événement en mer à l'heure actuelle. Aucune autre cible n'est comparable. Pourquoi une telle obsession pour un navire qui quittait rarement son port ? Parce que le Tirpitz gagnait la guerre sans tirer un seul coup de canon. Il était ce que les stratèges navals appelaient une « fleet in being », flotte en puissance. Rien qu'en restant tapie dans son repère norvégien, elle forçait les Britanniques à garder 2 cuirassés modernes, le HMS King George V et le HMS Anson, ainsi qu'un porte-avions de flotte constamment stationné à Scapa Flow, paralysé, attendant une sortie qui ne viendrait peut-être jamais. Chaque convoi naviguant vers la Russie devait être lourdement escorté, saignant à blanc la Royal Navy. Des navires marchands étaient perdus. Des marins se noyaient dans les eaux glaciales de l'Arctique. Et pendant tout ce temps, le Tirpitz était assis dans son fjord, consommant des ressources alliées par sa seule existence. C'était un trou noir stratégique. Le capitaine Weber comprenait ce pouvoir. Il se sentait en sécurité, et il avait toutes les raisons de l'être. Le fjord était une forteresse géographique conçue pour briser les règles de la guerre navale. Les montagnes autour du mouillage s'élevaient abruptement à 900 mètres sur tous les côtés. Cela rendait une attaque à la torpille conventionnelle impossible. Les avions ne pouvaient pas descendre assez bas ni assez vite pour larguer leurs armes avant de s'écraser contre les parois rocheuses. L'eau autour du navire était un labyrinthe de défense. 3 rangées de lourds filets anti-torpilles en acier entouraient la coque. Chaque filet était lesté de chaînes et ancré au fond marin. Toute torpille qui parvenait d'une manière ou d'une autre à entrer dans le fjord s'emmêlerait dans le maillage bien avant d'atteindre le navire. Et sur les falaises au-dessus, les générateurs de fumée chimique étaient opérationnels jour et nuit. Le protocole allemand était strict et bien répété. Moins de 7 minutes après une alerte radar, les générateurs pompèrent suffisamment de fumée d'acide chlorosulfonique pour couvrir tout le fjord d'un brouillard blanc impénétrable. Si on ne peut pas voir le navire, on ne peut pas le toucher. Mais la vraie défense était le blindage lui-même. La conception de la classe Bismarck privilégiait la survie avant tout. Sa citadelle, la boîte blindée protégeant les machines et les soutes à munitions, était gainée d'acier Wotanhart et Wotanweich, le meilleur blindage que la métallurgie allemande pouvait produire. La ceinture principale faisait plus de 30 cm d'épaisseur. Le blindage du pont pouvait repousser tout ce qui serait largué de haute altitude. Pour l'équipage allemand, le Tirpitz n'était pas seulement un foyer, c'était une garantie de survie en fer. Pour comprendre pourquoi l'attaque finale a changé la guerre, il faut connaître les échecs. Et le premier échec fut un cauchemar de claustrophobie. Septembre 1943. Opération Source. L'amirauté britannique comprit qu'elle ne pouvait pas toucher le Tirpitz depuis les airs. La flaque était trop lourde, la fumée trop rapide, le fjord trop étroit. Alors ils décidèrent de passer en dessous. Ils construisirent les X-Craft. C'étaient des sous-marins, à peine longs de 15 mètres et d'un diamètre de 1,5 mètre. Ils n'étaient pas seulement petits, c'étaient des cercueils d'acier. À l'intérieur, l'équipage de 4 hommes vivait dans un espace où ils ne pouvaient pas se tenir debout, ne pouvaient pas s'étirer, ne pouvaient pas échapper à l'odeur du carburant diesel, de la sueur humaine et de la nourriture pourrissante. Le système de recyclage de l'air était primitif. Après 24 heures en immersion, les hommes respiraient leur propre dioxyde de carbone expiré
leurs esprits devenant confus, leur jugement altéré. La mission était folle par toute norme rationnelle. Les X-Craft devaient être remorqués sur 1600 km à travers la mer du Nord agitée par de plus grands sous-marins, puis se détacher, naviguer à travers des champs de mines, couper à travers 3 couches de filets en acier et déposer 2 tonnes d'explosifs Amatex directement sous la quille du Tirpitz. Les chances de succès étaient estimées à moins de 10%. Les chances de survie des équipages étaient encore plus faibles. 6 X-Craft quittèrent l'Écosse. Le Dix-9 cassa son câble de remorque pendant une tempête et disparut dans les abysses avec ses 4 hommes d'équipage. Pas de signal de détresse, pas d'épave, juste disparu. Le X-8 développa des voies d'eau catastrophiques et dut être sabordé par son propre équipage, qui fut secouru à moitié mort d'hypothermie. Seuls 3 bateaux atteignirent la cible. Le lieutenant Donald Cameron commandait le X-6. Il avait 23 ans. Au moment où il atteignit le fjord extérieur, son périscope était brisé. Son compas gyroscopique avait lâché. Son indicateur de profondeur était peu fiable. Il naviguait à l'aveugle en eaux ennemies, n'utilisant rien d'autre que l'estime et un aperçu occasionnel à travers une lentille fissurée. À 7h07, le 22 septembre, il heurta quelque chose de dur. Il leva ce qui restait de son périscope et vit qu'il était si près du Tirpitz qu'il regardait vers le haut des marins allemands sur le pont, jetant leurs restes de petit déjeuner à l'eau. Il avait pénétré le filet le plus intérieur. Puis le moteur mourut. Le X-6 fit surface juste à côté du cuirassé. Des marins allemands repérèrent l'étrange vaisseau et ouvrirent le feu avec des fusils et des grenades. Cameron ne paniqua pas. Il savait qu'il allait mourir ou être capturé. Il fit plonger le sous-marin une dernière fois, l'écrasant sur le fond marin directement sous la tourelle principale, César du Tirpitz. Il régla le minuteur sur ses 2 charges latérales, 1 heure. Puis il ouvrit les écoutilles, s'aborda le bateau et se rendit. Pendant 60 minutes, Cameron et son équipage restèrent prisonniers sur le pont du Tirpitz, vérifiant leurs montres. Les officiers allemands les interrogèrent, exigeant de savoir ce qu'ils avaient fait. Cameron ne dit rien. Il regardait simplement l'aiguille des secondes avancées. À 8h12, l'eau sous le navire entra en éruption. L'explosion fut massive. Elle souleva le cuirassé de 52 000 tonnes d'1,50 m dans les airs. Des hommes furent projetés à terre. Les lumières s'éteignirent. Les énormes tourelles de 38 cm, pesant chassel plus de 1000 tonnes, furent arrachées de leur chemin de roulement. Les systèmes électriques court-circuitèrent. Le navire embarqua 1400 tonnes d'eau par ses joints rompus. C'était un brillant succès tactique. Cameron recevrait la croix de Victoria. Mais le Tirpitz ne coula pas. Le double fond tint bon. La citadelle blindée resta intacte. Les équipes de contrôle des avaries allemandes, travaillant dans une eau glaciale jusqu'à la taille, parvinrent à étayer les cloisons et à arrêter l'inondation. En moins de 6 mois, la bête était réparée et de nouveau opérationnelle. La leçon était amère. Les explosifs conventionnels, même 2 tonnes d'entre eux détonés à bout portant, ne pouvaient pas briser la technologie allemande. De retour sur la passerelle, Weber lut le rapport des dégâts. L'explosion avait soulevé 50 000 tonnes d'acier d'1,50 m dans les airs. Elle avait brisé des instruments délicats, mis hors service les systèmes électriques et tué plusieurs hommes sous les ponts. La facture des réparations serait énorme. Le navire serait hors de combat pendant des mois. Mais la coque était intacte. Weber se permit un sourire froid. Il avait senti l'explosion à travers les plaques du pont. Il avait vu le chaos, entendu les cris de ses hommes, et pourtant il se tenait là, sur un navire qui flottait encore armé, encore dangereux. Si 2 tonnes d'explosifs détonés directement sous la quille ne pouvaient pas couler le Tirpitz, alors quoi le pourrait? Pour lui, ce n'était pas une expérience de mort imminente. C'était une preuve. La preuve que la technologie allemande était supérieure au courage britannique. La preuve que le Tirpitz était exactement ce que ses concepteurs avaient dit promis. Insubmersible. Avril 1944. Le Tirpitz était de nouveau opérationnel. La menace était de retour. La Royal Navy décida d'arrêter d'être subtile. Elle choisit la force brute.
L'opération Tungsten était du calibre d'un jour J pour un seul navire. 2 porte-avions de flotte, le HMS Victorious et le HMS Furious. 4 porte-avions d'escorte, des croiseurs, des destroyers. Ils rassemblèrent une force de frappe de 42 bombardiers en piqué, ferrés Barracuda, escortés par 80 chasseurs. C'était un essaim conçu pour submerger toute défense. À l'aube du 3 avril, ils surprirent les Allemands en plein sommeil. Les générateurs de fumée furent tardifs. Le fjord était dégagé. Les Barracuda piquèrent en descente presque verticale, larguant leurs bombes au dernier moment possible. 1 coup, 2 coups, 5 coups. Au total, 15 bombes s'écrasèrent sur le Tirpitz en moins de 60 secondes. Les pilotes rapportèrent avoir vu leurs armes frapper la cible, voir les flashs, voir la fumée s'élever du navire blessé. La scène sur le pont était un abattoir. Les bombes déchiquetèrent les superstructures non blindées. La passerelle fut transformée en métal tordu. Les servants de la DCA furent anéantis à leur poste. 122 marins allemands furent tués sur le coup. Plus de 300 furent blessés. Vu des airs, cela ressemblait à une victoire totale. Le navire brûlait de la Prousse à la poupe. Mais lorsque les photos de reconnaissance revinrent, les analystes britanniques sentirent leur estomac se serrer. Le Tirpitz flottait encore parfaitement à niveau. Pas un seul degré de gîte. Pourquoi ? La physique. Les Barracuda transportèrent des bombes perforantes de 725 kg, des armes sérieuses conçues pour pénétrer les ponts des navires de guerre. Mais à cause de la couverture nuageuse basse sur le fjord, ils durent larguer depuis moins de 900 mètres. Une bombe a besoin d'altitude pour acquérir de la vitesse. Larguées depuis cette hauteur, les armes frappèrent le pont à seulement 800 km/h. Ce n'était pas assez rapide. Elles heurtèrent le pont blindé principal, 10 cm d'acier Wotan durci, et se désintégrèrent simplement. Certaines rebondirent. D'autres détonèrent à l'impact, projetant des fragments qui tuèrent des hommes mais ne purent pénétrer la citadelle en dessous. Elles détruisirent les radars, ravagèrent la cuisine, transformèrent l'infirmerie en charnier, mais elles ne touchèrent pas les machines. Elles ne touchèrent pas les soutes à munitions. Elles ne touchèrent rien qui importait. La bête avait essuyé 15 coups directs, comme si c'était de la grêle. Weber marcha à travers la fumée de son navire en feu. L'odeur était écœurante. Cordite, peinture brûlée et quelque chose de pire. Il enjamba des corps, passa devant des blessés en larmes, traversa des compartiments devenus des abattoirs. 122 de ces hommes étaient morts. Les ponts supérieurs donnaient l'impression d'avoir été frappés par un tremblement de terre. Mais alors qu'il descendait vers le pont blindé principal, il vit la vérité. Les bombes britanniques avaient marqué l'acier. Certaines soudures avaient craqué. Il y avait des bosses et des entailles, là où les armes avaient frappé, mais elles n'avaient pas pénétré. Pas une seule bombe n'était parvenue jusqu'aux salles des machines en dessous. Pas un moteur n'était endommagé. Pas une chaudière n'était crevée. Les soutes à munitions étaient sèches et intactes. Le cœur de la bête battait toujours. Il signala à Berlin « Navire opérationnel, réparation en cours ». Debout dans la fumée et le chaos, Weber ressentit quelque chose d'étrange. Pas de la peur, mais une confirmation. Les Alliés lui avaient jeté tout ce qu'ils avaient. Des sous-marins, des bombardiers en piqué, des attaques aériennes massives, et il était toujours là. Il en était plus convaincu que jamais. Il pouvait égratigner la peinture. Il pouvait tuer ses hommes, mais il ne pouvait pas tuer son navire. L'amirauté était à court d'idées. La marine avait échoué. L'aviation conventionnelle avait échoué. Il était temps d'appeler les savants fous. André Barnes-Wallis, ce n'était pas un militaire. C'était un ingénieur. Le génie qui avait conçu les bombes rebondissantes utilisées par les Dam Busters pour détruire les barrages de la Ruhr. Il regarda le Tirpitz, non pas comme un navire à couler, mais comme un problème de physique à résoudre. Et sa solution était radicale. Sa théorie était simple. Si on ne peut pas briser le blindage par-dessus, détruisez le monde en dessous. L'eau et le sol sont incompressibles. Si vous faites détonner une charge explosive massive profondément sous terre ou sous l'eau, l'onde de choc voyage plus vite et frappe plus fort qu'à travers l'air. Cela crée ce que les ingénieurs appellent un camouflet.
une énorme bulle de vide qui s'expand vers l'extérieur puis s'effondre vers l'intérieur. Quand elle s'effondre, elle retire les fondations. La cible ne se brise pas simplement, elle tombe dans un trou qui n'était pas là une seconde auparavant. Pour y parvenir, Wallis construisit un monstre. Il l'appela le Tallboy. Ce n'était pas une bombe normale. C'était un instrument artisanal de violence géologique. Longueur, 6,4 mètres. Poids, 5400 kg, près de 6 tonnes. La plupart des bombes de l'époque avaient des enveloppes en fonte remplies d'explosifs bon marché. Le Tallboy était différent. Son enveloppe était une seule pièce d'acier à haute résistance usinée avec les mêmes tolérances de précision qu'un canon de marine. Pourquoi ? Parce qu'il devait survivre à un impact au sol à Mach 1, 1200 km/h, sans se briser. Une bombe normale se désintégrerait à l'impact. Le Tallboy était conçu pour s'enfouir à 9 mètres dans la terre avant de détonner. L'explosif à l'intérieur était du Torpex, 50% plus puissant que le TNT, mais on ne pouvait pas simplement le verser. S'il y avait des bulles d'air dans le mélange explosif, le choc de l'impact détonnerait la bombe prématurément avant qu'elle ne puisse pénétrer. Les usines remplissaient donc les Tallboys à l'envers, versant l'explosif fondu goutte à goutte sur plusieurs jours, laissant chaque couche se déposer et durcir avant d'ajouter la suivante. Chaque bombe prenait des semaines à fabriquer. Et la queue était le secret. Les ailettes étaient inclinées précisément à 5 degrés de l'axe. Cela forçait la bombe à tourner sur elle-même en tombant, comme une balle de fusil quittant le canon. Une bombe standard vacille, dérive, dévie de sa trajectoire. Le Tallboy perçait l'air avec une stabilité gyroscopique. Larguez-le depuis 5500 mètres et il atterrirait à l'intérieur d'un court de tennis du point visé. Les Britanniques avaient forgé le marteau. Il leur fallait maintenant quelqu'un d'assez fou pour le brandir. Septembre 1944. Opération Paravane. Le Tirpitz avait été déplacé à Kåfjord, dans l'extrême nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire. C'était trop loin pour un Lancaster transportant une bombe de 6 tonnes pour voler depuis l'Angleterre et revenir. Les calculs ne fonctionnaient pas. Alors la RAF prit une décision qui terrifia les équipages plus que les Allemands ne le purent jamais. Nous volerons vers la Russie. Les escadrons d'élite numéro 9 et numéro 617, les légendaires Dam Busters, décollèrent avec 38 Lancaster, chacun transportant un seul Tallboy. Ils ne volaient pas vers une base aérienne moderne avec des pistes en béton et des installations adéquates. Ils volaient vers Yagodnik, une bande d'herbe boueuse près d'Arkhangelsk, en Union soviétique. Le vol fut un désastre de navigation. Les cartes étaient fausses. La cartographie soviétique datait de plusieurs décennies. Les radios étaient inutiles dans les interférences magnétiques de l'Arctique. Ils volèrent à travers une pluie verglaçante qui recouvrait les ailes de glace, forçant les pilotes à monter et descendre à plusieurs reprises pour s'en débarrasser. 6 avions furent contraints de se poser en catastrophe dans la taïga russe. Leurs équipages errèrent perdus dans les marais pendant des jours avant d'être retrouvés par des patrouilles soviétiques. Quand les survivants arrivèrent à Yagodnik, ils trouvèrent un cauchemar primitif. La boue était si profonde que les bombardiers s'enfoncèrent jusqu'aux essieux. Les camions-citernes soviétiques étaient à bras et le carburant était contaminé. La nourriture était non identifiable. Les latrines étaient des trous dans le sol. Mais ils étaient à portée. Le 15 septembre, ils attaquèrent. Les générateurs de fumée de Weber fonctionnèrent parfaitement. En quelques minutes, le fjord disparut sous un épais brouillard blanc chimique. Les bombardiers britanniques larguaient à l'aveugle, devinant où le navire pouvait être d'après le motif des éclatements de la flaque s'élevant à travers la fumée. La plupart des bombes manquèrent de plusieurs centaines de mètres. Mais un Tallboy trouva sa cible. Il ne frappa pas le pont. Il frappa l'eau près de la proue et continua. La bombe plongea sous l'eau, courba sous la coque et détonna contre le fond marin. L'onde de choc fut catastrophique. Elle fouetta l'ensemble du navire de 52 000 tonnes comme un drap qu'on secoue au vent. La proue fut écrasée. Les cloisons se rompirent. Les énormes arbres d'hélice furent complètement délogés de leur support. Le Tirpitz ne coula pas, mais il était brisé. Ses machines étaient détruites. Il ne naviguerait plus jamais par ses propres moyens.
Les Allemands firent un calcul fatal. Berlin décida de remorquer le cuirassé estropié vers le sud, à Tromsø. Le raisonnement semblait sensé. L'utiliser comme batterie flottante statique. Ces énormes canons de 38 cm fourniraient une défense côtière contre tout débarquement allié en Norvège. Ils ne pouvaient plus naviguer, mais ils pouvaient encore se battre. Ils draguèrent un banc de sable sous sa quille. La logique était simple, même s'il coulait, il se poserait simplement sur le banc de sable et continuerait à tirer. L'eau était suffisamment peu profonde pour que ces ponts restent au-dessus de la surface. Il pensait le rendre insubmersible par définition. Weber dit à ses officiers « Nous ne sommes plus un navire. Nous sommes une forteresse d'acier insubmersible. Nous ne pouvons pas couler parce que nous sommes déjà au fond. » Il y croyait. Après tout cela, les sous-marins, les bombardiers en piqué, les tallboys, il était toujours en vie et son navire était toujours dangereux. Les lois de la physique semblaient être de son côté. Il ne savait pas qu'il venait de garer son navire au-dessus d'un piège géologique. Et il ne savait pas qu'en se déplaçant vers le sud, il avait rapproché le Tirpitz de 200 km de l'Écosse. Il avait raccourci la distance juste assez. La victime était entrée dans le rayon d'action du bourreau. 12 novembre 1944. Opération Catéchisme. C'était la fin. Plus de Russie. La cible était maintenant à portée de l'Écosse. Tout juste, mais pour transporter 5400 kg de bombes sur cette distance, les Lancaster devaient être allégés à l'extrême. Les mécaniciens retirèrent les tourelles de mitrailleuses dorsales. Ils retirèrent le blindage protégeant l'équipage. Ils retirèrent le système de dégivrage qui empêchait les ailes de givrer en altitude. Ce n'étaient plus des avions de guerre. C'étaient des réservoirs de carburant volants avec une énorme bombe attachée en dessous. Si un chasseur allemand les trouvait, ils étaient morts. Si le temps tournait mal, ils étaient morts. Les équipages connaissèrent des chances. Ils montèrent à bord, malgré tout. 32 Lancaster décollèrent à 3 heures du matin dans l'obscurité glaciale. À 8 heures, le radar allemand capta la formation approchante. L'alarme retentit sur le Tirpitz. « Fumée! Faites de la fumée !» Cela les avait sauvés à chaque fois auparavant. Les équipages coururent vers les générateurs. Les vannes furent ouvertes. L'acide commença à s'écouler dans les brûleurs. Une fumée blanche commença à s'élever des falaises autour du fjord. Mais la nature décida d'intervenir. Il n'y avait pas de vent. Pas un souffle d'air ne bougeait sur l'eau. La fumée ne se dispersa pas. Elle resta juste en place. Une couverture blanche et basse qui couvrait l'eau, mais laissait les mâts et les superstructures du Tirpitz dépasser au-dessus, comme une cible marquée. À 4300 mètres, le bombardier-chef regarda à travers son viseur Stabilized Automatic Bomb Sight, SABS, un ordinateur analogique d'engrenages et de lentilles qui calculait la dérive du vent, l'altitude et la vitesse terminale. En dessous de lui, à travers des déchirures dans la fumée, il pouvait voir la forme noire du cuirassé. Le point de visée était clair. Les canons allemands de 38 cm ouvrirent le feu. Ils ne tiraient pas sur des navires. Ils tiraient des obus de batterie principale réglés pour exploser en altitude, essayant d'abattre les bombardiers avec les effets de souffle. Le ciel autour des Lancaster se remplit d'explosions noires. Les avions tanguaient et tremblaient dans la turbulence, mais les pilotes du 617e escadron volaient droit et stable. Ils appelèrent cela la course de l'homme mort. Pendant les 60 dernières secondes d'une course de bombardement, on ne peut pas dévier. On ne peut pas esquiver. On ne peut pas broncher. Il faut voler parfaitement droit pour laisser les mathématiques faire leur travail. Bombe larguée. Puis le silence. Un tallboy met près de 30 secondes à tomber depuis cette hauteur. 30 secondes à observer, attendre, espérer. 8h41. Le premier tallboy manqua le navire de 9 mètres, mais il frappa le banc de sable directement à côté. C'est là que le plan de Weber mourut. L'effet de tremblement de terre fit exactement ce que Barnes-Wallis avait conçu pour qu'il fasse. La bombe s'enfouit profondément dans le sable et détonna. L'onde de choc liquéfia le banc de sable instantanément.
Le sol solide sur lequel le Tirpitz reposait, la fondation qui était censée le rendre insubmersible, se transforma en sable mouvant en une fraction de seconde. Le navire perdit son soutien. Puis vinrent les coups directs. 2 tallboys frappèrent le côté bâbord de la coque. Ils transpercèrent le pont blindé, le même acier Wotan qui avait arrêté 15 bombes en avril comme s'il s'agissait de carton mouillé. Ils n'explosèrent pas au contact. Ils s'enfoncèrent profondément dans les entrailles du navire, à côté des soutes à munitions, puis détonèrent. La violence est difficile à décrire. Une explosion de 5400 kg à l'intérieur d'une boîte d'acier. La pression n'avait nulle part où aller sauf à travers la structure du navire lui-même. La tourelle César, la même tourelle que le lieutenant Cameron avait tenté de détruire avec son X-Craft un an plus tôt, fut soufflée hors du navire. Une structure pesant 700 tonnes, le poids d'un petit navire de guerre, fut projetée en l'air et retomba dans l'eau à 20 mètres de distance. Le Tirpitz commença à agiter. Le banc de sable liquéfié n'offrait aucune résistance. Les compartiments inondés déplacèrent le centre de gravité. 20 degrés, 40 degrés. À l'intérieur, l'obscurité était absolue. Les systèmes électriques avaient été détruits. Le hurlement du métal qui se tordait était plus fort que les cris des hommes. À 60 degrés, les munitions commencèrent à dévaler des monts de charge, s'écrasant à travers les compartiments, tuant des hommes qui avaient survécu à l'explosion initiale. À 8h52, seulement 11 minutes après la chute de la première bombe, la solitaire Reine du Nord chavira complètement. Elle fit un roulis de 180 degrés, l'énorme superstructure s'enfonçant dans la boue du fond du fjord. La peinture anti-fouling rouge de sa quille émergea dans l'air froid de l'Arctique. Le silence revint sur le fjord. Les conséquences furent sombres. 971 marins allemands moururent. Les sauveteurs, debout sur la coque renversée, pouvaient entendre des survivants taper sur l'intérieur de l'acier pendant des jours. Ils découpèrent des trous avec des chalumeaux oxyacétyléniques et parvinrent à en extraire 87 hommes. Les autres suffoquèrent ou gelèrent dans le noir, piégés dans des poches d'air qui s'épuisèrent lentement en oxygène. Le capitaine Weber coula avec son navire. Il avait cru son navire en sécurité parce qu'il était fort. Il avait survécu aux sous-marins. Il avait survécu aux bombardiers en piqué. Il avait survécu aux tallboys auparavant. Il avait tout fait correctement selon les règles de la guerre navale telles qu'il les comprenait. Mais les règles avaient changé. Le naufrage du Tirpitz fut la preuve ultime d'une nouvelle réalité. L'Allemagne avait construit l'expression ultime de l'ancienne guerre. Un navire avec un blindage plus épais, des canons plus gros, plus d'acier que tout navire européen avant lui. Les Alliés avaient répondu avec la nouvelle guerre, la précision industrielle, la physique appliquée et l'ingénierie aérospatiale. Quand vous combattez une puissance industrielle qui peut transformer la terre même sous vos pieds en armes, aucune forteresse n'est assez forte.